on va commencer avec un article du Petit Digital qui nous explique en quoi les formats UGC sont intéressants. Donc c'est un peu une nouvelle tendance. Donc l'actu plutôt social media, on va dire, assez intéressante, vous allez voir. Et puis on va enchaîner aussi sur Twitch, Twitch qui a lancé son mode bouclier, donc un peu en écho à ce qui s'est passé, notamment il y a eu pas mal d'actualités ces derniers temps, des cas de harcèlement et autres, notamment sur des streameuses. Donc hyper important de revenir là-dessus. Et si on a un peu de temps, mais je vais peut-être que sinon on le brossera une autre fois, on parlera également de LastPass. LastPass qui est un gestionnaire de mots de passe et qui a été piraté avec une fuite de données. Qui pose du coup pas mal de questions sur le système, de la façon de gérer tout ça. Voilà un petit peu pour les articles, les amis. Et donc je vous propose de démarrer sans plus tarder sur le premier. Margot, je coupe ta caméra parce que je vais parler un petit peu, mais t'inquiète pas, on t'entend toujours si tu veux réagir évidemment. Et on te retrouve juste après pour que tu nous donnes un peu ton avis. Alors on commence du coup avec, comme je vous le disais, un article du Petit Digital. Le Petit Digital qui aujourd'hui nous parle des formats UGC, User Generated Content, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, qui sont donc des formats, enfin disons, c'est une tendance on va dire, hein, qui apparaît de plus en plus, donc on va rapidement débattre là-dessus. Alors du coup je commence l'article. À l'heure des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi facile de promouvoir sa marque en ligne. Paradoxalement, les canaux de diffusion évoluent sans cesse. Parmi les nouvelles tendances, la publicité UGC, la publicité UGC fait partie des derniers outils les plus plébiscités par les experts de la communication digitale. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur le fonctionnement et les objectifs du contenu UGC. Alors qu'est-ce que c'est l'UGC ? C'est pas un cinéma, pas de mauvaise blague. C'est donc directement importé de nos voisins américains. Et donc l'UGC, comme je vous disais, est l'acronyme de User Generated Content, soit contenu généré par l'utilisateur. Donc on entend par là tout type de communication de marque réalisée par les utilisateurs eux-mêmes. Donc ça va être tout ce qui est jeux concours, unboxing, review, etc. Et ce genre de média permet d'apporter une dimension plus authentique et un bon moyen pour s'identifier à vos prospects. Donc au niveau de la tendance, tandis que les vidéos UGC misent sur l'authenticité par des vidéos courtes et peu travaillées, il existe aujourd'hui des marques proposant des contenus dits UGC-like. Donc en gros, si vous voulez, l'idée c'est que on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui font de l'UGC, c'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs eux-mêmes en fait qui produisent du contenu et de la vidéo de façon artisanale, on va dire. C'est pas on ne dit pas que c'est de mauvaise qualité, mais de façon beaucoup plus artisanale et beaucoup moins orchestrée de ce dont on a l'habitude dans la communication de façon globale. Et sauf qu'en fait c'est devenu une vraie tendance, et donc les marques ont bien compris en fait l'opportunité et se sont dit tiens, ben, si nous on essayait de reproduire un peu ça de façon un peu plus artificielle, mais arriver en fait à recréer ce côté, cette dimension un peu artisanale. Donc c'est ce qu'ils appellent du UGC-like. Plutôt que de s'appuyer sur la créativité de leurs usagers, ces entreprises préfèrent écrire des vidéos cadrées et scénarisées, imitant la patte artisanale du contenu UGC. Si on peut estimer que cette technique dénaturise en quelque sorte l'UGC, elle permet de contrôler avec efficacité le contenu ainsi que les messages de la vidéo publiée. Donc, côté Instagram, l'UGC dispose de multiples avantages. Tout d'abord, il s'agit d'un contenu bref et peu qualitatif visuellement. Ainsi, une campagne de communication UGC reviendra beaucoup moins cher à produire. De nombreux experts de la communication digitale préconisent de réinvestir le budget amorti sur la production de vos médias au sein des moyens entrepris pour la diffusion de ces derniers. Donc, une phrase bien compliquée pour dire tout simplement, je mets moins d'argent dans la réalisation de mes vidéos, qu'à cela ne tienne, je vais prendre cet argent et je vais plutôt le donner en fait dans les campagnes de diffusion qui vont faire que mon contenu va être vu par beaucoup de personnes. Donc sur Instagram, les principaux types d'UGC qu'on va voir, les types de vidéos, ça va être de la vidéo unboxing, ça va être des évaluations et du testing en direct, des comparaisons avant-après, des vidéos réactions, donc ce qu'on appelle le réac, et vidéos d'utilisation par les usagers, et de la photo des produits. À l'heure où plus de 70% des Français se déclarent contre la publicité classique, on constate que la typologie de contenu des UGC s'avère particulièrement adaptée à toucher les consommateurs réfractaires aux annonces publicitaires trop directes. Voilà. Comme c'est quelque chose qui est un peu plus authentique en quelque sorte, ben les gens se sentent moins lésés, on va dire, et disons que ça passe mieux, quoi.
Au niveau de TikTok, c'est tout naturellement que le format UGC s'impose également sur TikTok. En effet, c'est le côté sincère et régressif du réseau social qui a d'abord fait naître la tendance UGC. Aussi, une publicité classique aura beaucoup plus de mal à toucher des prospects sur TikTok. D'ailleurs, on notera que c'est le côté rassurant et communautaire promu par un tiers qui permet aux utilisateurs de faire confiance à un produit donné. Pour conclure, la stratégie UGC figure parmi les outils contemporains les plus utilisés en communication digitale. Les avantages sont multiples: économie de temps et d'argent, dynamisation de votre communauté, augmentation du taux d'acquisition, etc. Mais plus qu'un simple phénomène de mode, l'UGC se révèle bien être un prisme traduisant la lassitude du public face à la redondance et à l'omniprésence des publicités classiques. Comprendre ce besoin d'authenticité autour duquel il est possible de tisser un lien de confiance, c'est anticiper l'avenir de la communication digitale. Voilà pour cet article que je trouvais intéressant. J'avais même pas cerné en fait, je sais pas toi Margot, mais moi j'avais même pas cerné en fait que c'était une vraie stratégie ce côté et que ça avait un nom en fait technique. Le fait de reproduire quelque chose d'un peu artisanal et qui soit plus un peu moins artificiel on va dire en termes de pub. Je sais pas si c'est toi, tu connaissais ça te parlait, UGC Mm. ou pas du tout? Oui, oui, je connais très bien. C'est vrai que les utilisateurs, du moins d'Instagram et de TikTok, ce qu'ils recherchent, c'est de la proximité, c'est le Mhm. naturel. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que les personnes, genre Léna Situation, c'est le côté naturel et spontané qui fait qu'elle a cartonné. Et Mhm. d'autres personnes, créateurs de contenu, c'est la spontanéité. Et en fait, les marques, les agences, elles ont compris que c'est ça qui faisait marcher. Et donc, ils font de l'authenticité, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, quoi. Ouais. Parce que des fois, ça paraît genre fait en 30 secondes, mais en fait, il y a des agences, et c'est beaucoup plus complexe. Plus Et ils spécialisé, ouais. créent l'authenticité, mais c'est pas de Mhm. la vraie authenticité. Mhm. D'accord. Euh, Ok. donc après, bon, je dis pas que tout le monde fait du fake, hein, Ouais. mais c'est vrai que les marques, les grandes marques l'ont compris, et ce qui est normal parce qu'en fait, ça permet ce lien de proximité. Il y a tellement de concurrence en fait. Ouais. Quand on vend une marque, je sais pas, de vêtements, comment on n'achète pas 50 marques dans le mois en fait. Ouais, Donc bien sûr. comment on fait pour créer ça touche l'émotionnel de toute façon la vente, hein. La vente, Mhm. c'est pas quelque chose de très euh, cohérent, et c'est beaucoup de subjectif et d'émotionnel qui se calcule pas vraiment. Mhm. Pourquoi on achète cette veste qui ressemble à la même euh, pas au même prix, mais c'est parce que ça va être la marque, la personne qui la porte. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi du personal branding derrière aussi qui se crée, ou l'univers de la marque. Mhm. Euh, et puis de toute façon, les UGC aussi, ça existe dans le sens où les utilisateurs regardent moins la télé et donc on re- pour vendre une veste, c'est plus compliqué. Les gens le soir ne vont pas forcément regarder TF1, mais ils vont peut-être aller sur Netflix Ouais. ou Amazon. Sauf qu'Amazon et Netflix, il n'y a pas tant que ça de pub parce que Mhm. justement, les utilisateurs payent pour pas avoir de pub. Donc, Mhm. comment on fait pour les avoir? C'est sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où pendant plusieurs heures les utilisateurs sont. Et c'est Ouais. là où donc c'est là où on va mettre notre pub Mhm. finalement. Et, euh, et les gens non plus ne vont pas forcément sur nos sites internet. Ouais. Donc, Ça, de toute façon, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Clairement, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, et ben, nous-mêmes, notre raison aussi d'être présent sur Twitch, c'est que la tendance est au micro-communauté depuis bien des années maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, tu vas avoir quand même quelques personnes qui historiquement sont sur la place en matière d'influence ou autre, et qui donc ont des grosses communautés. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de plus puissant, on va dire, en termes de conversion, de levée de conversion, ça va être justement les micro-communautés, donc des gens qui vont finalement être, on va dire spécialistes et beaucoup plus ouais, spécialisés dans un type de contenu, dans une thématique bien précise, et qui vont avoir des gens en fait qui leur ressemblent en quelque sorte. En tout cas, ils ont les mêmes aspirations. Et on a vu l'émergence de beaucoup de réseaux, on va dire, sur ce format-là, TikTok, enfin Instagram particulièrement, etc. Moi, je pense à Twitch directement quand je pense proximité, c'est-à-dire que Twitch aujourd'hui se veut être un réseau justement de proximité. Le but de Twitch n'étant pas de se faire découvrir, vous avez pas de, vous avez
peu, on va dire, de mécanismes de découverte sur Twitch, en tout cas pas aussi puissants que sur les autres réseaux dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des algos qui vont analyser un peu vos envies et puis vous suggérer des choses en fait. Ça va plus être le mécanisme inverse, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une communauté par ailleurs sur YouTube ou autre et qui vont arriver ici pour créer de la proximité. Vous prenez Enjoy Phoenix par exemple, qui fait des vidéos qui a je sais pas combien de millions de personnes sur les réseaux sur YouTube, entre autres, et elle Twitch tous les dimanches, elle fait du World of Warcraft et il y a genre 300 personnes. Alors que normalement, vous pourriez pas lui parler par ailleurs, quoi. Donc, ouais, c'est une vraie tendance. Une vraie tendance, et voilà. Mais moi, je savais pas du tout que ça portait un nom, etc. Enfin, tu vois, que techniquement, il y avait quelque chose derrière et tout un concept, quoi. Mais en fait, il faut pas parler à tout le monde, parce que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et en Ouais, fait, il vaut mieux une communauté forte, une petite communauté. Enfin, après, une communauté même de 100 personnes, il y a des gens ouais, qui arrivent à vendre et à avoir un très bon business avec 200 ou 300 personnes qui les suivent, hein, parce que ouais, c'est vraiment, ils sont à fond et ils adhèrent complètement. Et au ouais. contraire, maintenant, les gros influenceurs qui ont des fois des millions d'abonnés, ben, en fait, on croit qu'ils cartonnent, mais en fait, Ça pas convertit moins. forcément. Ouais, J'ai des exemples de personnes qui ont fait appel pour vendre leur marque à des influenceurs ouais, type les Marseillais ou ouais, ouais. ce genre de choses. Et en fait, ça leur a rapporté zéro, quoi. Rien du Parce que tout, ouais. oui, ils sont visibles, mais en fait, ça n'a plus forcément de sens, quoi. Parce Ouais, ça n'a pas que, d'impact. ouais. Ok. Hello, je regarde le chat. Hello Etidou, hello JP qui nous ont rejoints dans le chat. Salut à tout le monde. N'hésitez pas à réagir dans le chat. C'est vraiment, on est en mode discussion chill. C'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des réactions. Voilà, réagir là-dessus. Ce que je te propose, on enchaîne avec l'article suivant. Article aussi super intéressant. Et puis comme ça, après, on parlera de ton actu, on va dire. C'est toi qui vas venir présenter un petit peu la suite et la rubrique suivante. On va enchaîner du coup avec un article hyper intéressant qui parle du coup du mode bouclier. C'est une actu super importante en fait, notamment pour nous qui sommes streamers, twitchers, on va dire, donc streamers de la plateforme Twitch. Pour vous recontextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de plaintes, on va dire, qui ont été formulées par des gros streamers, enfin voilà, au sens grand, avec des grosses communautés. Je pense notamment à Ultia, ou Ultia, je sais pas comment on prononce, qui est une streameuse orientée jeux vidéo, entre autres. Elle fait pas que ça, mais voilà, pas mal. Et qui subissent de façon assez récurrente et assez régulière des attaques, soit des raids haineux, donc c'est-à-dire des gens qui vont débarquer en fait juste pour vous pourrir votre stream, soit également qui vont faire qui vont subir aussi qui vont avoir du cyberharcèlement sur les réseaux de manière générale. Le dernier exemple en date, justement, c'est Ultia qui en gros, donc comme je vous avais dit, il y a eu un match qui a été organisé par Amine Mathieu, qui est un influenceur voilà, assez connu. Il a organisé un match de foot, donc France-Espagne. Et en fait, pendant l'événement, où vraiment l'événement cartonné, tout le monde parlait de ça, il y a eu pas mal En fait, Ultia est passée en tendance Twitter parce qu'il y a beaucoup de gens qui en gros l'a cassée sur les réseaux alors qu'elle avait rien demandé de particulier par rapport à une vieille histoire qui avait eu lieu il y a un an où elle s'était positionnée sur le fait que certains événements, on va dire, étaient un peu trop... disons que la gente féminine n'était pas suffisamment représentée, on va dire, et donc elle s'était vraiment positionnée de façon forte, ainsi que Ponce également, donc il y a un autre streamer. Et là, ben, un an plus tard, il y a un événement qui se passe, elle demande rien du tout, et en fait, elle se fait casser sur les réseaux, elle est en tendance Twitter, et voilà, alors que, ben voilà, elle a rien demandé. Bon, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres, il y a beaucoup, notamment de streameuses qui se font régulièrement harceler sur Twitch, et donc Twitch se devait de réagir par rapport à ça. Et donc, l'une des premières réponses directes, on va dire, c'est ce fameux mode bouclier, du coup. Qui a été activé. Donc je lis un peu le chat, je vois qu'il y a des réactions. Et Tidou, après le problème est aussi étroitement lié à Twitter. C'est ça aussi le problème. Et Alexis dit, je suis entièrement d'accord. Ok, ce que je vous propose à la limite, mettez vos réactions dans le chat, n'hésitez pas. Et juste après, on réagit dessus. Je vais rapidement lire l'article, histoire que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Et puis on en parle sans problème. Dans la bienveillance, évidemment. Alors du coup cet article, c'est un article des numériques. Donc la plateforme de diffusion directe a annoncé, donc sous-entendu Twitch, a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de modération dite mode bouclier. Des paramètres définissables en amont sont activables en un clic, permettant de mieux protéger les streamers.
Donc Twitch s'impose de plus en plus comme la plateforme de vidéo en ligne incontournable, mais le nombre d'utilisateurs croissant augmente aussi les risques de toxicité, d'autant plus à travers le chat en direct. La plateforme détenue par Amazon met un point d'honneur à la protection des streamers et confirme aujourd'hui son objectif en proposant le mode bouclier. En un seul clic, les streamers pourront activer des paramètres de sécurité et de modération pré-réglables, une manière de protéger rapidement et efficacement des messages haineux inattendus qui peuvent survenir après un raid. Le mode de bouclier est personnalisable à la fois par le streamer lui-même, mais aussi par ses modérateurs. Disponible dans les paramètres de sécurité, il est activable en un clic ou en entrant la commande /shield ou /shield off. Dans le chat. La désactivation du mode rétablit alors les paramètres de sécurité. En plus de la rapidité d'exécution, ce bouclier propose de nouveaux outils de protection. Donc si j'ai bien compris, en gros, vous allez pouvoir, en tant que streamer ou en tant que modérateur, prédéfinir un certain nombre de paramètres de protection qui vont être beaucoup plus drastiques, et en un clic ou en une commande, voilà, s'il se passe quelque chose, vous pouvez l'activer, et donc vous êtes dans votre bulle, et comme ça, voilà, ça évite les raids haineux ou ce genre de choses. Tout d'abord, un bannissement groupé peut être effectué, donc ça fait partie de nouvelles features. Un bannissement groupé qui peut être effectué pour tous les gens utilisant un mot-clé ou une phrase type dans le chat. Il est alors possible de saisir les termes ou l'expression et de bannir tous les utilisateurs qui l'ont récemment utilisé, puisque je suppose qu'en gros, quand ça s'organise en raid et en groupe, ils doivent tous plus ou moins dire la même phrase, ils s'organisent et autres, donc vous tapez une certaine phrase et boum, tous ceux qui l'ont dit récemment sont dégagés. Si des membres de la communauté du streamer se retrouvent par mégarde bannis via cette commande, il est bien sûr possible de consulter la liste et annuler la mise au ban. A contrario, si une personne est allée trop loin, il est possible de le signaler à Twitch directement depuis la liste de bannissement. Les mots-clés bannis seront réinitialisés à chaque session du mode bouclier afin que le public ne soit pas accidentellement affecté par d'anciens termes qui ne sont plus utilisés de manière malveillante. Le mode bouclier permet aussi de bannir instantanément ceux qui utilisent le chat pour la première fois. À première vue, cette fonctionnalité peut paraître rude, mais elle a été mise en place pour se prémunir du harcèlement qui peut survenir pendant un raid. Il arrive que des streamers hébergent le flux vidéo de certains de leurs collègues, bien souvent pour mettre en avant le contenu. Là, des cas de harcèlement de masse, on a déjà observé à cause de cette fonctionnalité de Twitch, et le bannissement de nouveaux utilisateurs permet donc de se protéger rapidement de raids malveillants. Twitch expose également d'autres contextes d'utilisation du mode bouclier. Si vous préparez un stream sur un sujet sensible, par exemple, si vous participez à une campagne qui vous met en avant, ou encore si votre chaîne est mise en vedette sur la page d'accueil. Puisque par moment, il y a des streams qui sont mis en avant sur la page d'accueil, sauf que c'est des gens qui en gros n'ont pas nécessairement en fait l'habitude d'être autant exposés, et d'un seul coup ils se retrouvent avec plein de gens qui débarquent en fait, et donc voilà. Donc le mode bouclier, pour conclure, peut devenir un outil de modération efficace, et Twitch déclare toujours travailler sur la sécurité et la modération des vidéastes. Voilà pour cet article. Donc sujet un petit peu voilà, de controverse, parce qu'on parle quand même de quelque chose de sensible, on parle de harcèlement, de cyberharcèlement et de sujets voilà, qui sont assez tricky. Donc je lis un petit peu dans le chat. Donc Etidou qui dit mais du coup je vois pas comment Twitch peut réguler. Alors comment ils peuvent réguler? Peut-être que de façon directe c'est compliqué. Est-ce qu'il y a de l'algorithmie à mettre en place? Est-ce que de l'IA peut intervenir? Ça j'en sais rien. À minima, ce qu'on attend d'eux, je pense, c'est voilà, de se dire ok, aujourd'hui on a un contexte, il est comme ça, il y a des choses qui ne vont pas, il faut absolument bouger et mettre en place certains outils. Donc étant donné que le mode bouclier, là, je crois que ça a été mis en place, cet article est très récent, hein, je crois que c'était hier ou un truc comme ça, je pense que ça va à minima faire bouger les choses, et disons qu'on va peut-être en voir des impacts un peu directs. Après, voilà, disons que je pense qu'ils vont tenter de mettre en place certaines restrictions, ou voilà, au moins donner des armes aux streamers et streameuses pour pouvoir se défendre.
Et après, à partir de ça, ils vont voir comment ça évolue. C'est un peu comme quand tu fais de la sécurité, tu fais de la sécu, tu subis une attaque, bon, tu regardes où elle est et tu mets en place des choses pour que ce soit protégé, mais bien sûr que tu peux pas savoir en fait à 100% comment faire en sorte que ce soit 100% sécurisé. On sait très bien que rien n'est 100% sécurisé. Donc voilà, le mieux qu'ils puissent faire, et je pense que c'est un minimum en tout cas, c'est essayer de protéger au maximum les streamers en leur donnant voilà, des armes et en leur donnant des moyens de se défendre et d'éviter les raids haineux. Mais ça sera certainement pas parfait. Certainement pas. Et bienvenue du coup à Mine1208 et à Marinette. Bonjour à toutes les deux ou tous les deux, je ne sais pas. Bienvenue du coup ce matin sur le chat. Alexis qui dit c'est top, mais effectivement, comme le dit Etidou, le plus gros reste Twitter. Twitter, on le sait, hein, Twitter, il y a évidemment des gros soucis de ce côté-là. C'est un réseau qui, voilà, parfois est jugé un peu trop toxique dans sa façon de l'utiliser, mais encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. Internet existe, il y a plein d'exemples de choses qui, de base, en fait, sont faites de façon bienveillante, je pense. Après, reste à savoir si tu l'utilises intelligemment, quoi, parce que tu peux toujours être un gros débile et détourner plein de choses à des fins malveillantes, quoi. À partir du moment où c'est pas constructif, ta démarche, c'est sûr que voilà, on peut pas y faire beaucoup plus, quoi. Falafouik qui est là pour la première fois dans le chat, hello, je trouve ça très important qu'il commence à développer ce genre d'outils. Plus qu'à espérer qu'un jour le pénal commence à le prendre en compte. Alors ça, c'est une remarque hyper intéressante, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où est la limite en fait entre le côté pénal ou le côté je suis bien derrière mon ordi et rien ne peut m'arriver. Je pense que ça implique beaucoup de soucis au niveau technique. Déjà techniquement, il faut être capable d'identifier les gens, il faut être capable, voilà, on parle quand même de masse de gens, hein. C'est pas 2-3 personnes qu'on va cibler dans un coin, on parle vraiment de beaucoup de personnes. Mais je suis d'accord avec toi, c'est bien déjà qu'ils bougent, qu'ils essayent de mettre en place des outils. Après, au niveau de la législation, le problème c'est que aujourd'hui, il y a toujours un décalage en fait. C'est-à-dire que la justice n'avance pas à la même vitesse que on va dire que le monde du digital. On sait très bien qu'on évolue dans un secteur qui bouge énormément. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la législation, il y a potentiellement des choses qui vont se mettre en place. Maintenant, ça va prendre du temps, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Margot, de ce type de sujet, toi. Ouais, non, mais carrément, je repartage Falafouik ce qu'il dit. Moi, ça me choque toujours de voir tous ces messages quand on lit les commentaires de certains. C'est incroyable, quoi, de cette méchanceté et cette haine, quoi, alors que potentiellement la personne, il y a rien d'incroyable sur Twitch, mais aussi sur les autres réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Mhm. Je pense notamment récemment à Caroline Jurado qui est dans la crypto. Ouais. Et elle se fait mais détruire. C'est d'une violence, mais tellement puissant que déjà, naturellement, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Au pire, si t'aimes pas ce que la nana fait, ou le gars, en fait, tu suis pas, tu te désabonnes. Donc déjà, si vraiment ça te met dans des états pareils, ne pas suivre. Mais je pense que c'est gratuit en plus, hein. C'est-à-dire Ah que, ouais, non, mais c'est ça. voilà, la plupart du temps, on a souvent cette image, alors qui est peut-être grossie et qui est un cliché, mais du petit jeune, on va dire, le pré-ado, en fait, dans son coin, qui se rend pas compte, en fait, de la portée des choses. Donc, est-ce qu'il y a aussi peut-être une démarche à avoir d'éducation et faire en sorte, en gros, que certains outils type réseaux sociaux ne soient pas accessibles à partir d'un certain âge? Après, on sait très bien qu'il y a toujours des moyens de contournement. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours le jeu du voleur et du policier. Et donc, il y a toujours, voilà, les gars ou les nanas, ils ont toujours certains coups d'avance, ou bien ils essayent de contourner, voilà. Donc face à ça, c'est difficilement contrôlable parce qu'on parle d'une échelle qui est quand même assez conséquente. On parle voilà, de milliers de gens, voilà. Mais on ne peut pas rester insensible et ne pas bouger parce que nous qui sommes petits streamers, on ne s'en rend pas compte. Mais je pense que les gens qui ont ça à longueur de journée, type Ultia, type Ponce, type voilà, tous ces gros streamers. Bon, ça doit être dur à gérer émotionnellement parlant, quoi. Surtout que, il faut se rendre compte que eux, c'est leur vie, quoi. Toi, t'arrives, en gros, t'es là en mode, tu fais ça pour le plaisir de faire chier, quoi, concrètement. Mais
tu fais ça je dirais, ponctuellement pendant 10 minutes, mais ça, c'est multiplié par des milliers de gens, ce qui représente en fait Mmh. des journées entières. Et eux, faut se dire que le stream et la création de contenu, c'est leur vie, ils ne font que ça. Et au bout d'un moment, tu peux pas être insensible à ça, quoi. Enfin, je Puis ils pense. le font avec le cœur, enfin je veux dire, c'est un vrai travail et s'ils le font, c'est parce que ça leur plaît et que ça leur tient à cœur. Mhm. Hem, donc c'est ça qui vraiment, c'est le degré, en fait, parce que tu peux ne pas être d'accord, en fait. C'est pas grave de pas Mhm. être d'accord. Ouais. C'est la façon, quand c'est pas productif, quand c'est juste des insultes et là, quand tu fais des raids, purement, comme tu disais, haineux, bon, ben là, je vois pas Mhm. l'intérêt. Ouais. Mais si un créateur de contenu, il dit quelque chose et que tu es pas d'accord, bah, après, au contraire, je trouve que ça Mhm. fait monter le débat et puis, Ouais. on peut ne pas être mais par contre, c'est toujours les manières Ouais. qui sont, Bien sûr. mais bon, voilà, moi, c'est toujours le Ok. le haut degré qui me choque des fois quand je tombe dessus. Bien sûr. Non. Voilà, bon écoutez, moi je voulais vraiment parler de cet article ce matin parce que le mode bouclier est arrivé là, ça fait un jour ou deux. Moi je l'ai vu en tant que streamer, là on a des messages qui popaient pour nous le suggérer. Moi je trouve que c'est très bien que Twitch au moins prenne conscience de la chose et agit en conséquence. Donc on va voir comment ça évolue, puis on sera toujours là évidemment pour commenter après comment les choses vont évoluer. Falafel qui met très cool votre émission, je découvre depuis peu. Ben, merci beaucoup de ce commentaire super sympa. On est très heureux. Ça fait pas très longtemps qu'on existe, mais on a des grandes ambitions. On veut devenir le média référent du web, donc Mmh. n'hésite pas à t'abonner. Si tu mets point d'exclamation social dans le chat, tu auras le lien avec tous les réseaux si tu veux être tenu au courant de ce qui se passe. Je pense que si certains se font avoir, ça calmera peut-être les autres, mais je suis sans doute chez les bisounours. Bah écoute, nous on aimerait, je Mmh. pense, comme toute personne qui aime la création de contenu, parce que nous c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la création de contenu, on en fait à plein temps quasiment, enfin moi en tout cas à plein temps, et puis les trois autres animateurs dès qu'ils peuvent. Et franchement, c'est vrai que quand tu passes du temps et de l'énergie à essayer de créer quelque chose, à faire en sorte d'apporter de la plus-value à des gens et de façon bénévole et gratuite, on va dire, derrière, tu attends un minima, au moins du respect, quoi. Si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs et puis c'est tout, quoi, tu vois, mais pas d'aller venir embêter juste pour le plaisir d'embêter, quoi. Bref, voilà, on ferme un petit peu le débat et on va enchaîner sur quelque chose d'un peu plus positif, d'un peu plus voilà, qui va nous enjouer. Et donc du coup, ça va être la rubrique de Margot et Margot qui va nous parler un peu de sujets tout autres. Donc on va parler de design sprint, donc il y a un sujet un peu à cheval entre la gestion de projet et le design. Donc c'est un sujet qui est hyper intéressant qu'on a abordé sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite évidemment à aller voir ça. On fera un petit tour juste après pour vous montrer parce que Margot a fait une vidéo entière dédiée sur le sujet où elle explique tout. Enfin, comment ça se passe, etc. Mais ce matin, on se disait que ça pourrait être cool, Margot, que tu nous fasses un petit retour d'expérience du design sprint. Donc déjà, première question, est-ce que tu peux, allez, en quelques mots, vraiment très rapide, expliquer en quoi ça consiste de façon très très rapide. En fait, on concentre en 5 jours, toute une réflexion autour d'une fonctionnalité ou Ok. d'une problématique qu'on peut Ouais. avoir donc dans le digital, mais on peut aussi l'utiliser pour, n'importe quel sujet, n'importe quel secteur. Ok. Donc vraiment, on se focalise. Voilà. Ok. C'est un accélérateur. Voilà. Ok. Donc en gros, en quoi est-ce que par rapport à une méthode de design traditionnelle, ça va se différencier? Donc tu dis ça va être un accélérateur, on va essayer de se focus. Donc ça veut dire, grosso modo, tu as un temps donné en fait, durant lequel tu vas réunir, on va dire, les bonnes personnes pour faire en sorte que ça avance, c'est ça? Ou comment ça se passe? Ouais. Honnêtement, moi, c'est vraiment la grosse différence parce que, souvent, quand on crée une fonctionnalité ou quand on a un problème, on va passer peut-être plusieurs mois ou plusieurs semaines Mhm. à le résoudre parce qu'en fait, on a des process, on a d'autres choses, on est sur d'autres sujets D'accord. et là, l'avantage, c'est que, aussi les problèmes, c'est que toutes les personnes pour pouvoir résoudre ce problème, ils sont pas forcément dispo au Mhm. même moment. Donc en fait, les semaines passent et puis en fait, c'est là où, bah, ça marche pas. Par contre, le D'accord. design sprint, c'est là où en fait, on met tout le monde pendant une semaine Mhm. et en fait, c'est un peu genre un workshop ou une task force pour un peu Ouais. le synthétiser et vraiment depuis que je le fais, j'en vois vraiment les bénéfices sur l'accélération de résoudre le problème Mhm. ou de création. Ok. D'accord. Donc Et c'est de la co-construction aussi. C'est vrai que c'est pas qu'une personne. Aussi souvent, on est co-construction, on est tout seul dans son truc
et après on va le montrer Ouais. et puis il y a le designer dire: «Ah ben non, ça c'est pas possible». Puis Mmh. après, on corrige avec le designer et puis après on va voir le dev, il va dire: «Ah ben non, ça c'est pas possible» et en fait, on passe du temps fou à Ouais, à faire le des temps de allers-retours. réunir. Mmh. Ouais. OK. Donc, alors, pour reformuler de façon très simple pour des gens peut-être qui ne seraient même pas du milieu, donc design sprint, comme son nom l'indique, ça porte sur la partie design d'un projet, d'un site internet, d'une application, qu'importe, web. Et donc, sur un temps donné, comme tu dis, donc tu parles d'une semaine, c'est ça, si je me trompe pas, c'est Ouais. ça, à peu près? Mmh. Enfin, voilà, 5 jours. ok, 5 jours. Donc, sur 5 jours, on réunit tous les acteurs, comme tu dis, qui vont être les parties prenantes, on va dire, d'un projet, pour être sûr, en gros, d'avoir les réponses dont on a besoin. Et pendant 5 jours, en gros, c'est comme si en mode on s'enferme, même si c'est pas, voilà, mais on a tout le monde et on va en fait suivre les étapes du design sprint, du coup, qui est toute une méthodologie. Et on va, pendant 5 jours, en fait, faire en sorte que quand on sort de ces 5 jours, on a pas un design qui soit finalisé, mais à minima, on a une base, en fait, où tout le monde est plus ou moins d'accord, on va dire, sur les fonctionnalités attendues, est-ce que ça rentre dans le budget, etc. etc. C'est ça Ouais l'idée. et qu'on teste, en fait. Le dernier jour, on le teste à nos utilisateurs. D'accord. Ça permet vraiment, on appelle ça une sorte de POC, un proof en concept, c'est-à-dire Mhm. qu'au lieu de développer de manière traditionnelle une fonctionnalité, de Ouais. mettre par exemple 6 mois à la développer et ensuite de la mettre en ligne, et donc là, elle est confrontée aux utilisateurs. Là, on fait quelque chose de, de designer avec quelque chose d'assez succinct, mais qui permet aux utilisateurs en une semaine de savoir à quoi va ressembler le résultat. Et Mhm. puis, ils vont pouvoir nous dire si le travail qu'on a fait dans la semaine, ça leur va ou ça leur va pas. Donc, si ça leur va, ben, c'est cool, ben, on peut vraiment approfondir et là, aller sur du design et vraiment approfondir le côté tech aussi. Mhm. Si ça plaît moyen, ben, en fait, si c'est OK, on va sur la semaine d'après ben, itérer, enfin faire en sorte de faire les correctifs qui ont été dits aux utilisateurs. Et par contre, si c'est refusé, si dit: «Ah ben non, là, ce qui s'est passé, franchement, ça va pas du tout», ben, en fait, c'est pas grave dans le sens où on a perdu que 5 jours à Ouais. le réaliser. Alors que D'accord. des fois, enfin, on peut avoir plein d'exemples de fonctionnalités qui mettent des mois à être réalisées. Puis en fait, donc il y a peut-être des fois des centaines ou des millions d'euros et puis au final, le truc, bah, il marche pas Ouais. ou elle va pas aux utilisateurs, quoi. D'accord. Donc là c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement en fait réunir des gens type designer, on va vraiment essayer de faire Mmh. en sorte que tous les corps de métier, même des gens qui ne soient pas sur la partie production, je dirais, soient ici. C'est-à-dire que est-ce que potentiellement quelqu'un qui est sur la partie finance, parce que j'imagine qu'il y a aussi le côté Mmh. financier qui est important, est-ce que Mmh. ça peut être envisagé qu'une personne comme ça vienne? Est-ce qu'il peut y avoir, enfin voilà, ce type de métier un peu plus Mmh. transverse, mais qui vont avoir un impact sur le projet, parce que si t'as Mmh. pas les finances, ben, tu vas pas au bout de ton projet, quoi. C'est vraiment ça la force du design sprint, c'est que vraiment, c'est toutes les parties, enfin, n'importe qui touche de près ou de loin au projet est là, en fait. Mhm. Après moi, je tiens à dire que moi, je suis en mode, moi, je suis quelqu'un il y a la méthode. Donc le Ouais, design sprint, en fait, ça a été théorisé par des gars de Google ok, Ventures. ok, Donc il y a un livre qui est sorti, alors, moi, j'aime bien, suivre un peu connaître la règle, la méthodologie, mais après en fonction du projet, de nos clients, ben, j'aime bien le faire à ma sauce aussi parce que c'est aussi là la force vu que ça tire de l'agilité, le but c'est de s'adapter et en fait d'avoir une règle, un squelette mhm, qui nous aide à nous structurer, mais qui après on adapte. Et ok, donc les personnes qui sont concernées, beh, voilà, le livre que tu montres, bah, voilà, ils mettent, 5 personnes. Donc ok, c'est le décideur, tout ce qui est de finance, le côté la partie market, le designer. ouais, Mais si jamais dans le projet, votre projet, il y a pas besoin qu'il y ait, je sais pas moi, de financier, enfin ne le prenez pas, ouais, n'engagez le but en fait, c'est d'engager les personnes qui sont pertinentes et légitimes. d'accord. Si dans le livre, ça c'est pas cohérent pour vous, ne le suivez pas, c'est pas grave. Mhm. Ok, d'accord. Donc du coup, on a un certain nombre de personnes. Ce que je me posais comme question, c'est que j'imagine quand même qu'il faut garder un nombre limité pour garder une cohérence et Oui. être performant. Faut pas être plus que ce qu'on appelle une pizza team, c'est-à-dire une pizza Mmh. team, c'est l'idée de se dire, ok, je découpe une pizza, il faut que chacun puisse avoir sa part. Donc en gros, c'est quoi? C'est Ouais. 7-8 personnes max, quoi, on va dire? Max. Oui, Maximum. max. Et encore Parce qu'au bout d'un moment, déjà, après, sinon, en fait, c'est pas des réunions. Le but, c'est ouais, pas de faire des réunions, c'est vraiment c'est des ateliers où on est vraiment tous acteurs
dans les différentes journées. OK, Donc il est possible que, le lundi, il y ait, tout le monde et puis le mardi, bah, il y ait que, on enlève une ou 2 personnes parce qu'en fait, ce qui va se passer dans le mardi, c'est pas forcément pertinent. Enfin, d'accord. faut vraiment être modulaire et ça a rien d'avoir il vaut mieux tout le monde les amener le dernier jour. S'ils Ouais. veulent avoir vision, qu'ils viennent le dernier jour pour tester. D'accord. OK. Donc tu veux dire toutes les personnes qui n'auront pas sens, en fait, qui n'auront pas parce qu'on sait très bien que quand tu designs un nouveau produit ou quoi, il y a toujours des gens qui sont là parce qu'ils sont un peu curieux, etc. Et donc c'est ce type de gens, on va dire, qui n'auront pas spécifiquement d'impact, mais qui peuvent Mmh. avoir du sens à la fin pour venir tester et faire des retours d'expérience, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Ouais. OK. Le jour 1 et le dernier jour, comme ça, moi, en fait, ils ont ce qui se passe, en fait, entre le début et la fin, en soi, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Ouais. OK. Donc si le résultat leur plaît pas, bah, la semaine d'après, on prendra en compte, enfin l'équipe, qui produit, prendra en compte les réactions, quoi. OK. Alors là, ce que vous voyez ici, du coup, c'est la vidéo. Je vous le mets en lien, du coup, dans le chat. N'hésitez pas à vous le mettre à regarder plus tard ou autre. C'est hyper intéressant, comme ça, vous pourrez voir en détail toute la technique. Comment est-ce que vous pourriez mettre en place, vous, dans votre cas, ce type de méthode. Et surtout, n'hésitez pas à les liker, évidemment, parce que nous, ça nous aide énormément. Et surtout à faire des retours, parce que, en gros, c'est l'une des premières vidéos qu'on a postées. On en a d'autres qui sont en cours de tournage, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous faire vos retours et qu'on sache exactement en fait de quoi il en retourne, en quoi est-ce qu'on peut s'améliorer et autres. Voilà. Ok, donc ce que je voulais également de ta part, ça serait savoir, est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience, puisque toi tu as déjà fait, c'est ce que tu exposes dans la vidéo notamment, tu as déjà fait, mis en place un cas de design sprint. Et Mmh. donc, est-ce que tu peux rapidement nous en parler, nous faire peut-être un tour du contexte déjà? Quel était le client? Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre en place un design sprint? Est-ce que tu en as retiré? Enfin voilà, en gros, nous expliquer un peu. Mmh. J'ai fait un design sprint, il y a en septembre Ok, et en fait, c'était pour créer, donc c'était une refonte d'application à destination d'une entreprise de plomberie et d'électricité. Donc en fait, leur but, c'était, ils travaillent avec les villes pour pouvoir, faire des réparations donc électriques et de plomberie dans des logements. ok, Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent les demandes d'intervention, soit par mail, par téléphone et puis ensuite ils doivent les faire. Sauf que, bah, eux, ils ont une entreprise d'une 25, une trentaine de personnes. Ils gèrent, peut-être 20 interventions par jour. Enfin, ils reçoivent une vingtaine d'interventions par jour et yes. ils en réalisent autant par jour. Et donc en fait, c'était vraiment super compliqué pour eux de tout centraliser. Donc en fait, ils réalisaient des interventions, mais qu'à la fin, vu qu'elles n'existaient pas, vu que le gars l'avait eu au téléphone, ben en fait, il faisait l'intervention, mais il n'était pas payé parce qu'en fait, il l'avait pas dans son logiciel Mhm. qui était, qui était très lent et qui avait pas mal de bugs. Ouais, Et donc c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on est intervenu. C'est un client aussi qui n'a aucune, qui connaît pas l'informatique, en fait, c'est pas son ouais. métier et en fait, il arrivait pas vraiment à il avait des problèmes, mais il savait pas vraiment, expliquer, ce dont il avait besoin et lui, il avait vraiment j'ai voulu faire un design sprint parce que j'avais besoin de vraiment en une semaine, de comprendre exactement ces problématiques hein, et de pouvoir y résoudre, à la fin de la semaine. Mm. C'était une appli, mais pour la V1, ça restait quand même quelque chose d'assez facilement faisable en design sprint d'une semaine, du moins Mhm. de définir les principales problématiques Et t'as pas eu et de soucis, excuse-moi, je te coupe, mmh, j'ai des petites questions, mais t'as pas eu de soucis du coup à faire intégrer, parce que déjà que bah, pour nous, en gros, la démarche du design sprint est un peu novatrice. Enfin, comment t'as réussi à faire comprendre en fait l'intérêt du design sprint? Parce que ben voilà, encore une fois, on n'est pas on est dans un monde concret, c'est-à-dire que mmh, c'est-à-dire que quand tu vas voir ce type de presta, ben, il faut arriver à la vendre parce que concrètement, mmh. c'est pas gratuit. T'as réussi surtout pour un client comme eux qui en gros n'était pas Mmh. habitué du digital, de leur faire comprendre tout l'intérêt du design sprint. Comment tu t'y es pris? Je pense que je m'y suis pris de manière assez naturelle, parce qu'en fait, j'ai essayé de leur faire comprendre que, de manière, concrète, ça va à la fin de la semaine, en fait, ils ont un delivery, en fait, ils ont un livrable
Ils ont Ouais, quelque chose qui existe et aussi ça nous permet aussi d'avoir une vision long terme de l'application. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, je savais ce que je faisais, pour la version 1, mais par ouais, contre pour les j'ai déjà mes fonctionnalités pour la V2 et la V3, en fait. d'accord. Et ça leur ce qui les ont rassurés, en fait, dans le design sprint, c'est ce côté, concret de savoir qu'à la fin, je leur ai expliqué les différents types d'ateliers, les questions que j'allais leur poser OK. et en fait, ils allaient, avoir exactement, une idée de comment ils pouvaient utiliser l'application dans le court terme et le long terme. D'accord. OK. Et hem et Parce qu'en fait, ils savaient pas, en fait, ils voyaient pas et puis aussi le côté, court, c'est-à-dire que c'est moins cher, en fait. Parce que là, en une semaine, on a une vision vraiment globale mmh. par rapport à quelque chose de plus traditionnel, c'est-à-dire qu'on fait un recueil du besoin de un jour et puis, finalement, en un jour, ben, on n'a pas tout fini, parce qu'il y a des choses, en fait, qui vont arriver au fur et à mesure, que le projet arrive et puis, en fait, il va de nouveau falloir faire un recueil du besoin et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, on est toujours à vue dans le recueil du besoin, de 1 ou 2 jours ou même de 2 heures et c'est là où, ben, on perd du temps et de l'argent. D'accord. Donc OK. ils l'ont compris. Après je leur ai expliqué je l'ai pas mal illustré. Moi, je travaille beaucoup avec avec des choses que je fais, que je construis pour leur visualiser. OK. OK. Et alors du coup, toi personnellement, du coup, après avoir, donc tu as passé toute cette semaine, tu as fait en sorte donc tu y allais avec, un ou Elle une m'a designeuse. designer, avec ta Ouais. designeuse et donc du coup, qu'est-ce que vous en avez retiré? Quel a été votre ressenti? Est-ce que ça a été efficace et en quoi? Voilà, c'est quoi votre retour d'expérience là-dessus? Mmh. Ce que j'avais fait, c'est qu'en jour 1, j'avais demandé à interviewer indépendamment toutes les personnes qui travaillent, de près ou de loin sur l'application. Donc j'avais, la secrétaire qui travaille, bah, toute la journée dessus, le dirigeant qui a une utilisation différente de la secrétaire, de la fonctionnalité et la personne qui s'occupe, on va dire, de la côté un peu, finance et je les ai interviewés et j'étais avec ma designeuse. Donc en fait, j'étais vraiment avec ma designeuse toute la semaine pour qu'elle aussi puisse s'imprégner de leurs problématiques, qu'elle puisse leur poser les questions et que ça puisse, elle, commencer à réfléchir sur comment elle pouvait les aider. OK. Et, et en fait, c'est là où c'est la puissance du design sprint, c'est que vraiment, on les isole parce que souvent, quand on fait des réunions communes, eh bien, ils vont s'auto-influencer. Ah oui. Et c'est là où, on perd des fois, des infos parce que le gérant, ben, en fait, on va préférer dire ce que lui dit et pas forcément donner son avis Ouais, je perso. comprends. Et en fait, c'est là où ça a été super, rien que l'interview individuelle, c'est ça qui nous a vraiment changé et qui nous a, permis de faciliter parce que ça permet de croiser. Donc en fait, le lundi soir, on croise les différentes interviews qui se font de manière très naturelle. Enfin, c'est une discussion, hein, il y a pas on a un squelette d'interviews, mais le but, c'est vraiment de parler simplement et de les mettre à l'aise et à la fin de la journée, ça nous permet vraiment de croiser les besoins, les priorités et OK. vu que c'est moi qui leadais le projet, sur le côté décideur, donc du design sprint, et c'est vrai que, moi, ça m'a beaucoup aidé pour le lendemain, leur montrer un petit peu, je leur ai fait un peu une synthèse bilan qui, leur explique de manière très claire qu'est-ce qui en est sorti de l'objectif, qu'est-ce qu'est l'objectif de la semaine et les différentes problématiques qu'ils nous ont données et Ouais. comment on va y répondre à la fin de la semaine. Et en fait, ce qu'on s'est dit le lundi, je l'avais mis sur un outil qui s'appelle Whimsical, vraiment que moi j'adore, que peut-être On pourra je en parler, développerai une prochaine fois, je bien pense. sûr. Et en fait, on l'a repris le vendredi de manière très visuelle et factuelle. Voilà, là, voilà les fonctionnalités. Est-ce que ces fonctionnalités qu'on développe, est-ce que oui ou non, est-ce elles répondent aux problématiques qu'on avait énoncées le lundi? Ouais. Et c'est là où ça a été hyper puissant parce qu'au moins on répondait par oui ou par non. Et
Et là, les utilisateurs, là, de manière très concrète, se disaient: «Ah ben oui, OK, là, c'est bon, on y va» et puis on est passé en phase de développement ça Ouais. super rapidement, quoi. Et puis en plus, tu les responsabilises en faisant ça parce que On les du coup, responsabilise, voilà, hein. ils font partie du choix. Donc, Oui, c'est pas genre, il va se passer plein de choses et puis ils vont revenir et bim, il va y ouais. avoir des choses qui ont été mises en place sans qu'en gros, sachent pourquoi. Alors que derrière, il y a des vraies raisons, soit techniques, soit UX ou autres, qui font que, voilà, c'est pour ça qu'on a pris tel et tel choix. Donc ça, je trouve ça Mmh. hyper cool. Je Après réagis c'est pas ma rapidement. Ouais, vas-y, vas-y, Après moi, vas-y. c'est pas ma façon de faire, de manière de base, même sans Oui, penser bien du sûr, design sprint. bien sûr. J'aime bien intégrer le client parce que lui, il connaît son métier. Il a Ouais, son expérience et son métier et en fait, c'est la synergie de nos 2 métiers, moi dans le digital et lui dans le sien, qui fait qu'on fait des produits qui correspondent à son besoin et à celui de ses utilisateurs. bien sûr. Bien sûr, non, non, carrément. Je réagis rapidement à deux, trois questions, enfin deux, trois remarques qui ont été mises dans le chat. Donc Benta qui met, ça fait gagner vachement de temps, ce design sprint en fait, et ça met également beaucoup de proximité avec le client. Donc voilà, c'est un peu ce Mmh. qu'on disait effectivement. On était Si- chez lui en plus, c'est vrai que c'était le but, hein. On était allé chez eux donc Ah oui, d'accord. c'était volontaire. On Ok, était allé chez eux comme ça on voit un petit peu comment ils utilisent au quotidien l'application, comment ils échangent, dans le ouais, bureau pour voir, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se disaient par téléphone ou du moins à l'oral que là, on leur a mis dans l'application, quoi. Parce que j'y suis d'accord. allée et que j'ai écouté un peu comment ils fonctionnaient. Ok. On a Filou qui met, ça demande quand même un budget de certains clients pardon, ont du mal à comprendre. Comment vous arrivez à leur proposer sans les refroidir? Alors, ça, on a un peu Mmh. répondu tout à l'heure à cette question du fait que bah, finalement ça fait gagner du temps parce que c'est un budget design qui est un peu plus compressé, on va dire. Même si j'imagine que derrière il y a quand même des petites retouches à faire. Tu sors pas d'un design sprint et tout est fini, j'imagine. L en Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a, le design sprint, il est jamais fini, mais en fait, vu qu'on itère, on passe en mode de sprint ou du moins on se voit toutes les 2 semaines pour montrer l'avancée Mhm. et c'est là aussi où ils voient, on peut réajuster si jamais. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre, après ça dépend. Nous, vraiment, ils y connaissaient pas grand chose. Le design sprint, c'est sûr, c'était obscur. Mais je pense qu'après ça a été aussi la confiance qui s'est mis, dès l'avant-vente en fait, Ouais, parce qu'ils nous faisaient confiance. Ça s'est fait comme ça. J'ai pas eu encore de clients qui étaient vraiment hyper réfractaires. Après dans tous les cas, même si, ils vont, peut-être dire: «Ouais, mais design sprint», au final, si on l'avait pas fait, l'application aurait coûté plus cher parce ça aurait coûté cher aussi en gestion de projet pour ouais, faire plus régulièrement c'est ça. des recueils du besoin, en fait. Ouais, Moi, je l'explique un peu comme ça c'est- et en plus, ce qu'ils ont aimé, c'est le côté une semaine, c'est hyper synthétique, en fait. Ça ouais. fait plus carré que, bon, là, on va faire un atelier d'un jour et puis après on verra, on itérera, puis on verra. Hmm. Là, au moins, on leur présente un plan. Nous aussi, c'est vrai qu'on leur avait présenté un plan hyper carré. Mhm. Et ça rassure, je pense. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est. Alors, justement, il y a Benta qui met une remarque dans le chat et je pense que ça résume assez bien. C'est-à-dire qu'il met. Ça remplace la phase de conception classique, en fait, en mode accélérateur, c'est pas forcément plus cher. C'est-à-dire que, en fait, le temps qu'on passe de ces 5 Ouais. jours, en réalité, il va quand même être passé. Si, Designer ou autre. indéniablement. Voilà. Ouais. Sauf que là, en fait, on va concentrer plusieurs personnes. Donc, sur le moment, ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais en réalité, on va tellement être plus efficace sur le moment Ouais. parce qu'on aura toutes les parties prenantes, on aura brossé tout l'essentiel que finalement, à terme, même si c'est quelque chose qui aurait été réparti sur le temps, à terme, étant donné qu'on va être plus efficient et qu'on va faire moins d'aller-retour avec le client, ça va fonctionner. Après, il y aura certainement des choses à ajuster derrière, mais la base et le plus important sera posé et on aura dégrossi, quoi. C'est ça. De toute façon, après, une fois qu'on le met en production, ils vont, enfin, du moins en environnement de test, Mhm. on va les faire jouer avec, hein. Bien sûr que le design sprint, ça permet de lancer et d'avoir une bonne base, une bonne Ouais. architecture, solide et ensuite on ajuste, finalement le filtrage, on va mettre celui-là et pas celui et pas l'autre, enfin, mais en tout cas, le gros, enfin, moi, je l'ai vu avec ce client, je reviens les voir mardi prochain pour leur montrer la 2e phase de développement, mais là, c'est, ils hallucinent parce que, c'est vrai qu'on a été hyper efficace au vu de la c'est pas une grosse fonctionnalité, mais qui était quand même assez complexe. Mhm. Surtout que, vu qu'ils avaient un process très manuel et un peu old school dans la façon de gérer, il a fallu aussi, avoir il y a une petite résistance à gérer la résistance au changement, en plus de la partie, réalisation parce que forcément
ça aussi, le Whimsical, je pourrais le montrer. Je mets en place beaucoup de choses visuelles en fait avec cet outil qui leur font prendre conscience, tout le process en fait qu'on a digitalisé. Beh, j'avais montré un peu en avant-après. J'avais mis en couleur, en blanc, dans le process A, tout ce que vous faites, à l'oral, et là, et Mmh. dans la phase B, tout ce que vous faisiez à l'oral, ce qu'on va digitaliser, et c'est vrai qu'ils en sont contents parce qu'ils ont un vrai besoin. Ils sont vraiment en galère. Surtout Mmh. ce genre de clients qui, cet outil, c'est ce qu'ils utilisent tous les jours, Ouais, c'est l'outil et principal, ouais, ouais, ouais. c'est l'outil principal, et après il y a le côté gérant, et c'est vrai que ce sera aussi un côté notoriété parce que ça leur permettra de gagner de nouveaux clients, et c'est pour ça que je trouve que c'est malin de leur part parce que dans leur secteur, dans la plomberie et l'électricité, il y a très peu de clients enfin de gars qui font comme eux, ont digitalisé, quoi, et c'est vrai que c'est un plus parce que, ça va leur non seulement faciliter le travail, mais leur faire gagner des appels d'offres parce qu'ils sont sur le marché public notamment, pour, dire: «Bah, nous, ça nous différencie et puis on vous donne une disponibilité, rapide». Par exemple, le gérant, on a calculé avec lui, il reçoit en moyenne 80 appels par jour. Mmh. Ça fait genre un appel, toutes les minutes, on a Ouais, calculé, de gérants qui l'appellent en disant, où ça en est l'intervention. Mais ouais, genre 80 appels par jour, et en ouais, c'est fait, énorme. bah, c'est n'importe quoi. Enfin, le gars, il a sans arrêt son téléphone qui sonne, et donc là, avec cette application, beh, il aura plus besoin d'avoir, le gérant la personne au téléphone pour lui dire où ça en est. Il lui Ouais, dira: «Bah, va sur l'outil ouais. et Même tu le feras gars le par fera toi-même». de lui-même parce Et le qu'après il gars aura le fera l'habitude. lui-même parce que c'est Mais c'est pénible, il ouais. tombe toujours sur la Dans messagerie, tout ça pour dire, en gros, en résumé, que c'était vraiment une appli cruciale pour eux et que du coup, bah, c'était quand même, il y avait des vrais enjeux en fait derrière et donc vraiment. nécessitait à être efficace. Ok. Du coup, je vois Philou qui nous met aussi dans le chat et ça c'est une remarque intéressante. Il dit ça serait cool d'avoir des feedbacks de Mmh. clients pour montrer que ça marche de ouf. Et bah écoute, c'est Ouais, une très très bonne suggestion. Merci de l'avoir faite. Et je pense qu'on essaiera de voir hein, si jamais ça les intéresse de venir faire un retour on d'expérience, verra, je pourquoi pas. promets pas. Ouais, ouais, C'est non, son mais voilà. Mais ça serait vraiment un bon cas d'étude et essayer de voir si effectivement ça peut les intéresser. Ok, bah écoute, c'est cool. Très très bon retour d'expérience. Je salue Sozega également qui vient de s'abonner. Donc Sozega, que je connais bien à titre personnel. Bienvenue à toi dans la communauté des clics et merci de t'être abonné. N'hésitez pas, hein, celles et ceux si vous êtes là pour la première fois, si vous découvrez, à au moins vous abonner sur Twitch, ça vous coûte rien du tout et comme ça vous pourrez suivre un peu tout ce qui se passe sur cette émission. Donc pour vous résumer rapidement, on traite de sujets en lien avec le web, tout ce que vous pouvez trouver en agence digitale. On fait des matinales le mercredi et le vendredi, mais pas que. Donc on a également d'autres formats qui vont arriver très prochainement et notamment les interviews. Donc ça, je peux vous en parler dès maintenant puisque on a plus ou moins officialisé, on va dire, les premières interviews qui devraient arriver du coup à la mi-décembre. Donc on a une personne en tête qui normalement nous a confirmé qu'elle viendrait. Donc une personne du milieu du digital qui est très très intéressante, une personne vraiment intéressante. On recueillera un petit peu son retour d'expérience. Donc vous inquiétez pas, on communiquera là-dessus. Abonnez-vous sur Twitter ou sur nos différents réseaux sociaux, comme ça au moins vous serez tenu au courant. Mais déjà voilà, vous pouvez vous abonner sur Twitch. Au moins, ce sera fait. Vous pourrez assister à toutes les émissions en direct. Margot, merci. Est-ce que tu avais d'autres choses peut-être à nous dire parce que je vois que le temps passe vite. Est-ce que tu avais peut-être d'autres choses sur le design sprint à nous dire qui pourraient être intéressantes? Peut-être juste une petite ressource, Ouais, ou un petit jeu, c'est plus un carrément. jeu. Carrément. Moi, pareil, je raconte pas, je partage mon écran, si Vas-y, tu veux vas-y. bien. Vas-y, je vais te En fait, mettre en plein écran. il y a j'ai découvert un jeu, en fait, qui peut aider, dans le design sprint ou dans le design thinking. Filou, tu vois, qui te posait des questions, par exemple, si ça peut t'intéresser. En fait, c'est un jeu de cartes, donc c'est assez ludique et ça permet c'est ludique avec le client. Enfin, je trouve que ça a un côté fun et de structurer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de cartes avec, différentes couleurs, et les différentes couleurs, ça égale à, une phase du design sprint ou du design thinking, donc c'est le jour, et donc en fait, donc c'est des cartes, donc ça, c'est une campagne Ulule, elle vient de se terminer, en début du mois, mais par contre, vous pouvez quand même commander le jeu, et en fait, c'est des cartes, par exemple, qui vont, expliquer de manière, il y a eu un gros travail UX qui a été fait par les concepteurs et la designeuse qui a travaillé dessus pour pouvoir,
en fait, structurer le design sprint ou le design thinking pour pouvoir, ne louper aucune étape et puis justement montrer le côté structure et efficace, du design sprint. Donc ça a été fait, je le montre par EMI Digital, c'est une agence, sur Bordeaux, donc qui fait de la formation autour du design sprint et du design thinking et d'autres choses. J'ai trouvé ça sympa. Alors je ne l'ai pas encore commandé, mais en tout cas, je trouve que l'initiative, elle est vraiment sympa et que, ça apporte du côté ludique, du côté fun et en plus, il y a, des cartes, icebreaker ou, qui amènent un peu de rythme. Donc vraiment, si ça vous intéresse pour savoir un petit peu comment ça se passe, n'hésitez pas, je le mettrai Ouais, en lien. Donc ça, c'est la campagne Ulule, mmh qui est tu pourras nous le terminée, mais partager après dans le chat, comme ça au moins les gens pourront le voir et ouais, puis, voilà. je le mettrai dans le chat Ouais. et comme ça, voilà, si vous voulez, tester, ou regarder, je trouve que ça, même si vous n'êtes pas forcément, expert en design sprint, ça vous permet de vous initier et de commencer à le faire, heu, en test and learn, quoi. OK, Voilà. bah, écoute, merci beaucoup. N'hésite pas à repasser du coup sur ton écran comme ça, pouf, voilà, on te voit apparaître. Ouais, sur la technique, on est encore en train d'apprendre des trucs, Ouais, voilà. mais on se débrouille, hein. Voilà, bah, écoutez, c'est super. Merci beaucoup pour ce partage en tout cas et être venu, un petit peu témoigner du design sprint. Alors évidemment les amis, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Donc sur youtube.com /@déclic, hein. De toute façon, si vous faites point d'exclamation social dans le chat, vous avez tous les liens, dont celui de YouTube. Et vous aurez accès du coup à cette première vidéo qui est sortie il y a 4 jours. On est en train de bosser sur d'autres vidéos, pareil sur des thématiques web, mais un petit peu différentes. Et on proposera ça au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Margot, merci beaucoup. Je vais rapidement, juste avant qu'on se quitte, partager 2 petites infos. Mais alors c'est vraiment très très rapide que je trouvais... Sympa, une petite info pardon que je trouvais très sympa, en tout cas une très bonne initiative. C'est un site qui s'appelle design.gift. Alors je vous le partage maintenant parce qu'en fait c'est un calendrier de l'avant autour du design. Et alors c'est plutôt sympa parce qu'en fait chaque jour vous avez un petit cadeau autour du design. Donc hier le premier, il y avait un code promo en fait si vous voulez vous abonner à Sketch par exemple. Donc tous les jours en fait il y a quelque chose qui sort. Bon, le 2 n'est pas encore sorti parce que je sais pas sur quel créneau horaire ils sont, mais en tout cas voilà, sachez que je trouve que l'initiative est Mmh. très très rigolote et très sympathique. Donc du coup je vous mets ça dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir ça.